Merci d'avoir accepté notre invitation pour un entretien en longueur sur ATV. Alors, hasard du calendrier, la visite officielle de Bruno Retailleau coïncide avec le verdict de la Cour d'appel de Fort-de-France dans l'affaire dite de l'intrusion à la résidence préfectorale. Nous reviendrons évidemment sur la peine dont vous avez écopé ce matin. Mais avant, peut-être une réaction sur cette visite de Bruno Retailleau. Je le disais, le ministre de l'Intérieur est en Martinique pour une visite officielle. Lui qui avait demandé il y a quelques mois à ce qu'un certain nombre d'individus soient judiciarisés. Alors, moi je ne crois pas au hasard. Non. Vous vous dites hasard, mais moi je n'y crois pas. Effectivement, j'ai été condamné ce matin à une peine d'enfermement de 12 mois. Parce que même si c'est de la prison à domicile, ça reste de la prison. Ce qui est totalement injuste. On voit une justice qui s'acharne. Et je pense qu'il est venu contempler la réalisation de ce qu'il a ordonné. Or, de sa fonction, il n'était pas apte à ordonner ce genre de choses. Bon, on constate qu'on a une justice, en vérité, qui est à disposition des politiques. Et donc, par logique, on n'a pas de justice ici en Martinique. Ce qui se passe ici n'aurait jamais pu se passer dans l'Hexagone. On voit que ça persiste, ça insiste. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la matérialisation de ce qu'on dit depuis toujours à la population, que nous ne sommes pas dans un vrai cadre français, et tout simplement que nous ne sommes pas français, puisque nous ne sommes pas respectés en tant que tels. Donc sa visite, pour moi, c'est une forme de provocation, parce que ceux qui sont censés venir ici, c'est ceux qui pourront solutionner les problèmes que rencontre la Martinique depuis, j'ai envie de vous dire, des siècles déjà. Ceux qui viennent jouir du pouvoir administratif que leur confère leur responsabilité pour profiter d'un peu de soleil et puis regarder le peuple martiniquais de haut, honnêtement, ne sont pas les bienvenus. Donc, ce que je pense de cette visite, je vais le garder profondément pour moi. Je pense que les Martiniquais sauront dire, eux, ce qu'ils pensent de cette visite. Il doit pourtant être question tout de même de narcotrafic, de protection de la zone face à ce narcotrafic et ses effets. Vous ne croyez pas du tout à une action de Bruno Retailleau et plus largement de l'État français? Écoutez, moi, il y a quelque chose que je dis souvent quand je suis en meeting. Je ne connais pas un pays pauvre où il ne règne pas trafic, corruption et autres. La vraie problématique de la Martinique, c'est que nous avons une paupérisation fulgurante. On est ultra pauvre. Et donc, arrive tout ce qui va avec. Ce sont des symptômes qui disent que la Martinique se porte mal. La violence, les meurtres, le chômage, notre jeunesse qui fuit la Martinique pour aller chercher un Eldorado qui n'existe pas en France hexagonale. Ce sont des symptômes qui disent qu'on ne va pas bien. Courir après les trafiquants, ce n'est pas ce qui va faire que monsieur tout le monde arrive à mieux payer ses courses à la fin du mois, que monsieur tout le monde arrive à payer ses factures d'électricité. Ce n'est pas ce qui va faire que ce n'est pas de la faute des trafiquants, et je ne cherche pas à les protéger. Si aujourd'hui, il y a 14 jours de manque d'eau au Lorrain, la capitale de l'eau, ce n'est pas le trafic qui fait ça. Le trafic est un problème qu'on doit solutionner, oui, mais c'est un problème vieux comme le monde. Et qui n'est pas propre simplement à la Martinique. Il faut arrêter de caricaturer la Martinique comme si nous sommes la plaque tournante mondiale. Et j'ai envie de vous dire, il pointe du doigt depuis toujours là où il est le problème. On sait très bien que ce genre de volume passe par les conteneurs. Monsieur tout le monde n'a pas de conteneurs. Ceux qu'aujourd'hui on accuse de vampiriser le peuple par le prix de l'alimentaire sont détenteurs de ces conteneurs. Donc il faut qu'ils arrêtent de manipuler le peuple, focaliser son attention là où les vrais problèmes ne sont pas. Et on comprend donc que pour vous, tout est lié. Pour revenir à votre condamnation, on rappelle qu'en première instance, pour cette affaire dite de l'intrusion à la résidence préfectorale, vous aviez écopé d'un an de prison avec sursis. Cette fois, la peine est plus sévère. Qu'est-ce que cela dit finalement, selon vous, de la justice? Comme je vous l'ai dit, c'est une justice qui est à la disposition des politiques. Si on devait traiter la réalité des faits, je ne serais même pas arrivé jusqu'au jugement. Vous aviez demandé la relaxe. Bien sûr. Si on traitait la réalité des faits, vidéo à l'appui, non seulement la vidéo des militants, mais la vidéo de la préfecture elle-même démontre qu'il n'y a pas eu violence,
elle démontre qu'il n'y a pas eu intrusion puisque j'ai été autorisé à entrer. Donc, au bout d'un moment, on comprend bien que cet acharnement n'est pas principalement dû au fait, mais cet acharnement sert à décrédibiliser le mouvement, fragiliser les militants, parce que vous savez, quand on est face à une machine judiciaire qui fait appel sur appel, appel sur appel, il y a des avocats réglés. Comme aujourd'hui, je suis condamné, nous sommes en réflexion pour la cassation, mais la cassation, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'honnêtement, vous pensez que si j'avais ces sommes-là à disposition, je serais tel que je suis? J'aurais fait autre chose, j'aurais créé une entreprise. Donc, pour moi, cet acharnement, c'est simplement pour essayer de casser le mental d'un peuple qui s'est enfin soulevé pour dire non à une injustice qui n'aurait même pas dû exister. Et justement, cette affaire avait marqué les esprits en novembre dernier, alors que le mouvement de lutte contre la vie chère battait son plein en Martinique. Et pour revenir sur ce combat, quelle conclusion en tirez-vous? On sait que certains engagements ont été pris au travers d'un protocole d'accords et d'objectifs et de moyens. Ces engagements sont-ils tenus? Alors, là encore, c'est une très bonne chose. Nous avons participé à toutes ces réunions de table ronde, montrer notre bonne volonté, mais dès le début, nous avons expliqué que ça n'aurait servi à rien du tout. Vous n'êtes d'ailleurs pas signateur de ce protocole. On a été fustigé pour ça, sauf qu'à la fin, les sénateurs ont fait appel à des experts qui, eux, ont dit que les seuls qui ont eu raison, c'est le RPAC, de ne pas signer ça. C'était un protocole qui existait déjà, qui avait été proposé par Ayotte il y avait déjà 3 ans. Donc, on nous a fait du réchauffer. Et aujourd'hui, l'attention de la population avait été focalisée entre TVA et octroi de mer. Et on a pu constater aujourd'hui que même avec la suppression de TVA et d'octroi de mer, eux, ils se sont retrouvés avec un panier 12,60 € plus cher. Et donc, c'est la logique qui impose de comprendre que le problème n'était ni l'octroi de mer, ni la TVA. Le problème, c'est la grande distribution qui a un appétit insatiable et qui vampirise le peuple martiniquais. Et d'ailleurs, le constat de Christophe Gérardier, l'expert, en réunion, son rapport indique qu'ils sont dans le même processus. Ils ont un fonctionnement. Ce sont des pompes à subventions et ce sont des vampires du peuple. Ça veut dire que quand ils arrivent en quelque part, ils assèchent, ils tuent tout ce qui a vie. Ils se mettent leaders en tout. On a compris que la grande distribution, même si on en parle dans l'alimentaire, ils ne sont pas que dans l'alimentaire. C'est aussi eux pour les pièces auto. Ils sont dans le bâtiment, ils sont partout en fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, notre peuple est prisonnier. Nous sommes dans une forteresse coloniale. Un protocole donc inefficace pour vous. Vous pointez du doigt effectivement la grande distribution. Mais avec le recul, quelle analyse plus globale vous pouvez faire peut-être de ce mouvement, des actions qui ont été menées, notamment pour le RPRAC? Était-il possible de faire différemment, de faire mieux peut-être aussi? Alors, ce protocole il était cosmétique. On l'a compris maintenant. Voilà. Et sauf que ceux qui aujourd'hui se sont battus pour ce protocole n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il n'a aucun effet. La preuve en est, ils sont encore dans le toupet de faire une péréquation pour venir récupérer dans la poche du peuple ce qui n'est jamais rentré dans la poche du peuple. Ils savent très bien que ça a été nul et sans effet, et pourtant, par leur péréquation entre carte grise et autres, ils vont encore venir ponctionner le peuple sur ce qu'il n'a pas gagné. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas d'honnêteté intellectuelle. Et bon, ça c'est une chose. Les actions que nous avons menées ont été très bénéfiques. Ceux qui ne savent pas regarder avec la logique ne pourront pas comprendre. Ils vous diront simplement qu'on n'a rien gagné, mais on a tout gagné. Le peuple a été conscientisé et il a compris que nos politiques n'ont pas le pouvoir nécessaire pour changer les choses, que nos députés n'ont pas le pouvoir nécessaire pour changer les choses et que la politique de la France hexagonale, que je considère coloniale, n'a aucune volonté de vouloir changer les choses parce qu'elle est de connivence avec ceux qui nous vampirisent. Donc, aujourd'hui, on en tire une conclusion qui est triste. C'est qu'il a fallu 1 an de combat pour pouvoir augmenter les prix et pas descendre. Ça veut dire que si demain, parce que ce sont des débuts que nous avons, demain on doit entrer en lutte pour l'hôpital, on mettra combien de temps? 2 ans, 3 ans? Si on doit lutter pour le chlordécone, on va mettre 5 ans en disant est-ce que nous avons ce temps? Nous n'avons pas ce temps. Et c'est parce que nous n'avons pas ce temps
qu'on a fini par comprendre, nous, qui disions toujours ne pas vouloir s'impliquer dans la politique parce que la politique n'a pas le pouvoir, on a fini par tristement se résoudre à l'idée qu'il va falloir agir dans ce sens-là. Mais bien avant ça, il faut que ce soit une politique qui nous ressemble. Et pour que ce soit une politique qui nous ressemble, il nous faut arracher un changement de statut. Parce que dans le contexte actuel de la Martinique, dans ce statut que nous avons, même si verbalement nous crions haut et fort être chez nous, nous n'avons rien qui nous appartient chez nous et nous n'avons aucun pouvoir décisionnaire. Si nous n'avons aucun pouvoir, c'est triste à dire, mais nous ne sommes personne. Aujourd'hui, on doit rétablir, arracher ce respect par un changement de statut. On va revenir sur cette question de statut et de l'aspect plus politique que va... cette tournure plus politique en tout cas que va prendre le RPRAC. Juste avant cela, vous avez parlé de conscientiser le peuple pendant plusieurs mois, pendant un an, même plus, puisque le RPRAC a agi depuis bien avant les premiers, voilà, exactement, les premiers événements qui ont été organisés. Pendant toutes ces périodes, il y a eu une adhésion du peuple, mais plutôt inégale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion totale peut-être au début, un peu moins au milieu, peut-être encore un peu moins à un certain moment. Certains ont stigmatisé peut-être aussi le mouvement avec les violences urbaines que la Martinique a pu connaître. De ce point de vue-là, on parle souvent de la forme, je sais que vous n'aimez pas forcément ça, mais cette forme était-elle la bonne? Alors, il faut analyser tous les éléments pour comprendre. Ça veut dire que, j'aime à dire que nous sommes la continuité de ce qui était déjà. Ça veut dire que nous avons repris le flambeau, mais ce combat a toujours été bien avant que nous soyons. Et aujourd'hui, nous sommes la continuité de ce combat. Et si nous ne faisons pas les choses comme il faut, nos enfants seront la continuité de ce combat aussi. Puisque c'est une injustice qui ne doit pas exister. Donc il faut la combattre inlassablement. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui étaient avant nous. Nous avons des éléments différents. Nous avons des outils différents. En soi, la communication, les réseaux sociaux. Et c'est là que nous avons été innovateurs parce que ces moyens sont disponibles aujourd'hui. Si ces mêmes moyens étaient disponibles au temps de nos pères, ils auraient fait peut-être même mieux que nous. Parce qu'ils avaient déjà cette détermination. Mais nous ne sommes pas les seuls à maîtriser cette communication. Et donc nous sommes entrés dans une guerre de communication. Et ceux que nous combattons ont eux aussi manipulé la compréhension de monsieur tout le monde ou madame tout le monde en diffusant les choses à leur façon. Donc nous sommes acharnés à toujours produire la vérité, mettre en lumière, montrer, démontrer ce que nous disons. Au-delà des mots, fournir des éléments qui permettent. Si aujourd'hui le peuple est aussi révolté par la condamnation que j'ai reçue, c'est parce qu'ils ont vu en direct de leurs yeux qu'il n'y avait rien et que je suis condamné à ce qui n'existe pas. Donc, effectivement, on ne peut pas faire l'unanimité. Au sein de ses propres enfants, on va toujours avoir un enfant qui va trouver qu'on est injuste. Donc, nous ne sommes pas là pour faire l'unanimité, nous sommes là quand même pour essayer de toucher une généralité et une majeure partie de la généralité. Même si aujourd'hui on n'est pas d'accord avec la forme, la manière du RPRAC, on est tous d'accord que les prix qui nous sont infligés sont injustes et incompréhensibles. Même le touriste qui est de passage, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas un problème de couleur, ce n'est pas un problème de provenance, c'est un problème totalement d'injustice, de profiteurs contre les malheureux. Et aujourd'hui, qui que nous soyons quand on passe à la caisse, le discours que distille le RPRAC devient clair à partir du moment où on passe à la caisse. Donc, effectivement, il y a eu des moments où on avait moins l'adhésion qu'un autre, mais on ne peut pas en vouloir à ceux qui n'adhèrent pas à certains moments, c'est parce qu'ils n'ont pas les éléments pour adhérer. Vous savez, on peut voir quelqu'un souffrir d'une douleur, tant qu'on n'est pas atteint de la même douleur, on ne peut pas forcément le comprendre. Ce combat va donc s'inscrire à présent dans un cadre plus politique, on l'a compris. Vous avez débuté un Matinique Tour en début de semaine. Quels en sont les objectifs? Alors effectivement, après la tournée en France hexagonale, on a trouvé pertinent de démarrer un Martinique Tour puisque les combats vont reprendre en septembre. Ils vont continuer parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés. Même si on ne nous voyait pas mobilisés dans les rues, nous étions dans des combats administratifs, donc on ne s'est jamais arrêté. Et on ne compte pas s'arrêter, on l'a dit, c'est jusqu'à obtention. Donc aujourd'hui, ce sera beaucoup plus visuel dans les rues. Donc
il est très important d'aller au plus près de la population pour expliquer le pourquoi du comment. Comme je vous dis, il y a un virage qui est en train de se faire parce qu'on va avoir un changement de statut. On a compris que le changement de statut, ce ne sera pas la solution, mais c'est l'outil qui va nous permettre d'essayer de dessiner des solutions nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. On ne peut pas attendre qu'à 8000 km, certains prennent des décisions pour nous quand ça les intéresse de pencher un petit peu le regard sur notre misère. Donc, on se doit d'aller au plus près de la population pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Et ce Martinique Tour est fait pour ça. Aujourd'hui, la population, elle est perdue. Parce qu'elle se dit, on ne peut pas rester comme ça, mais on essaye au maximum, ça n'aboutit pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous, la conscientisation, c'est de leur dire, mais vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils fassent ce que vous avez à faire par vous-même. C'est parce qu'on a toujours suivi les autres que nous sommes tels quels aujourd'hui. Le super-héros du Martiniquais, c'est le Martiniquais lui-même. On doit se faire entendre. Le 10, la France appelle le 10 septembre à se lever pour elle-même. Ça fait un an qu'on se bat, la France n'a pas appelé à se lever pour la Martinique. On ne leur en veut pas, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais nous devons nous lever pour nous-mêmes. À partir du 1er septembre, c'est ce qu'on veut expliquer à la population, qu'ils doivent se lever pour eux-mêmes et dire stop à tout ce qui se passe. Alors, vous nous parliez de changement de statut. Concrètement, ça veut dire quoi? Allons-nous vers une évolution institutionnelle, plus d'autonomie ou carrément une indépendance de la Martinique? Alors, ce changement de statut, on ne peut pas parler d'évolution institutionnelle. Évolution institutionnelle, ça veut dire rester dans le même carcan, reposer dépansement sur dépansement. Et si nos pères avant nous ont laissé une leçon, c'est bien celle de nous faire comprendre qu'on ne peut pas continuer dans cette direction. On doit totalement changer les choses. Et quand on parle de changement de statut, c'est ce qu'elle aller vers ce que nous, on défend, l'autonomie totale, qui est une autonomie sui generis qui n'existe pas dans la Constitution française, qu'elle va devoir s'adapter pour l'y intégrer. Ou ceux qui défendent l'indépendance. Mais le moment n'est pas de parler de ces statuts-là, parce qu'on ne doit pas se diviser. Si on a gagné une chose à travers ces 1 an de combat, c'est de pouvoir faire comprendre au peuple qu'on doit changer de statut, que c'est parce que nous sommes poings et mains liés qu'on n'arrive pas à prendre des décisions nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. On ne peut pas attendre que ce soit des gens à 8000 km qui puissent prendre des décisions quand l'envie leur prend de se pencher sur notre situation. Donc, on doit déjà avancer là où on a gagné quelque chose. On a gagné le fait que une grande majeure partie du peuple, pour ne pas dire tout le peuple, soit d'accord sur le fait qu'on doit changer de statut. Et une fois qu'on aura arraché ce changement de statut, là viendra le moment de parler d'autonomie ou d'indépendance. Ceux qui défendent l'indépendance feront leur caravane en donnant les éléments comme il faut pour pouvoir conscientiser sur le sujet qu'ils ont choisi, et nous ferons de même sur l'autonomie. Mais il n'est pas question non plus de diaboliser l'indépendance au profit de l'autonomie. Il faut que tout un chacun, dans le respect des autres, puisse apporter des arguments développés sur le statut qu'il défend, pour que le peuple soit conscientisé dans les deux sens du terme et prenne une décision pleinement conscient de chacun des statuts. Il ne faut pas qu'on tombe dans la manipulation qui a été faite lors de l'article 73-74, où chacun diabolisait à sa convenance et où le peuple a pris des décisions non conscientes des choses. Et puis aujourd'hui, nous sommes j'ai envie de vous dire, dans cet état. Eh bien, merci beaucoup, Audric Petitot, pour ces éclairages et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup.